Bonsoir à tous, le 19h de Public Sénat, voici les titres de cette édition. L'Élysée qui fait rêver, dans un an, nous voterons pour élire le futur président de la République. Beaucoup de candidats déjà déclarés ou qui n'aspirent qu'à l'être, mais la crainte d'un nouveau 21 avril rend la classe politique nerveuse. Nous entendrons sur cette question l'analyse de Stéphane Rosès et celle de Jean-Vincent Placé, le numéro 2 des Verts d'Europe Écologie. Nicolas Sarkozy, l'œil fixé, lui aussi sur 2012, part en campagne avec sous le bras son bilan. L'Élysée publie aujourd'hui un document détaillant les réformes entreprises depuis 4 ans, des réformes que le chef de l'État s'engage à poursuivre jusqu'à la dernière minute de son actuel mandat. Et puis, le dossier polémique sur l'exploitation du gaz de schiste qui rebondit. Un rapport entrouvre la porte sur la poursuite des recherches. Ce sera le débat de ce journal. Et le sang qui coule en Syrie, l'annonce de la levée de l'état d'urgence n'y a rien fait. Au moins 40 personnes aujourd'hui ont été tuées par les forces de sécurité dans tout le pays. Ces dernières ont ouvert le feu sur d'imposantes manifestations, vous les voyez sur ces images, contre le régime. Il s'agit d'une des journées les plus sanglantes depuis le début du mouvement de contestation dans le pays, le 15 mars. Selon Amnesty International, plus de 230 personnes ont été tuées depuis cette date. Sachez aussi que Nicolas Sarkozy a donné cet après-midi, il y a 1 heure, son accord de principe pour une visite en Libye, dans la ville de Benghazi, à l'est du pays. Une ville contrôlée, vous le savez, par les forces rebelles anti-Kadhafi. Politique française, cette fois, le compte à rebours est bel et bien commencé. Dans 1 an aura lieu, je vous le disais, le premier tour de l'élection présidentielle. Et l'on se bouscule déjà au portillon de 2012. Tous semblent y croire, ou font comme si. Tous, en tout cas, sont prêts à se lancer dans le grand bain, même si le spectre d'un nouveau 21 avril est dans toutes les têtes. Regardez ce reportage, Tam Tranui. À 1 an de l'élection présidentielle, les sondages se succèdent et la crainte d'un nouveau 21 avril est latente. Le Front National peut-il réellement faire une percée en 2012 ? Difficile à dire tant les incertitudes sont grandes à 12 mois du scrutin. Première d'entre elles, le nom des candidats. Si Nicolas Sarkozy semble le seul légitime côté UMP, à gauche, qui de Martine Aubry, François Hollande, Dominique Strauss-Kahn, Ségolène Royal, Manuel Valls ou encore Arnaud Montebourg défendra les couleurs du PS. Le directeur du FMI caracolait largement en tête des sondages depuis plusieurs semaines, mais son avancée semble se tarir ces derniers jours. En cause, la concurrence de certaines personnalités qui veulent se lancer, elles aussi, dans la course, comme Jean-Louis Borloo ou Nicolas Hulot qui pourraient bouleverser la donne au centre. Outre Jean-Louis Borloo, d'autres candidats pourraient également bousculer l'échiquier politique de droite, comme Dominique de Villepin, François Bayrou ou encore Nicolas Dupont-Aignan. À 1 an du premier tour, déjà une quinzaine de figures politiques sont prêtes à entrer en liste. Les électeurs devraient y voir plus clair dès l'automne, après les primaires socialistes. Et c'est dans ce contexte que l'Élysée vient de faire paraître le bilan de 4 années de l'action de Nicolas Sarkozy à la tête de l'État. 75 pages, 7 chapitres, un tirage à 5000 exemplaires. Bref, le bilan officiel d'une présidence qu'a regardé à la loupe Aurélien Romano. Un livre d'étapes sous forme de programme. Voilà l'édition 2011 du bilan de Nicolas Sarkozy. Son titre, La France avance. Une phrase en forme de slogan pour un éventuel candidat à la présidentielle. Pour le moment, Nicolas Sarkozy insiste sur sa seule obsession, protéger les Français dans un monde de plus en plus dur. Dans ce bilan programme de l'Élysée, le thème de la sécurité reste en bonne place. Rétablir l'autorité de la loi, protéger les victimes ou encore maîtriser l'immigration. L'Élysée ne veut pas oublier l'aspect social. Au chapitre Préparation de l'avenir, on retrouve le soutien aux familles, la sauvegarde du système de retraite ou encore relever le défi de la santé. L'emploi et le pouvoir d'achat, 2 thèmes d'actualité, sont également réaffirmés comme des priorités. Conscient des critiques qui risquent d'apparaître sur son bilan, Nicolas Sarkozy se justifie. En 4 ans, tout n'a pas pu être entrepris, tout n'a pas été réussi, mais tout sera mis en œuvre pour apporter aux Français les résultats promis et attendus. Un document de 75 pages destiné aux membres de la majorité et aux leaders d'opinion, selon la formule élyséenne. Le but, fournir des éléments de langage à une droite que les sondages font douter. À 1 an de la présidentielle, la cote de popularité de Nicolas Sarkozy frôle à peine les 20%. Oui, 2012 est bel et bien lancé. Bonsoir Stéphane Rosès. Alors, chacun est dans les starting blocks, on le constate bien, on s'observe, on se mesure. Et puis, il y a évidemment ces sondages, des sondages insistants qui donnent
le Front National aux alentours de 20%. Alors, qu'est-ce qui nourrit la crainte de la classe politique de voir se répéter ce fameux 21 avril 2002? Est-ce que c'est précisément cet ancrage de Marine Le Pen dans l'opinion ou au contraire cette probable multiplicité de candidatures à la présidentielle? Très certainement la possibilité que Marine Le Pen soit au second tour, non pas par accident, contrairement à 2020, ou en tout cas de façon non prévue pour les électeurs, ou non visible, ou perceptible, ça devient maintenant évidemment un scénario réel, parce que à la fois Marine Le Pen a changé de positionnement politique, et puis il faut le dire, la stratégie élyséenne abonde un tout petit peu ça. Et donc la bataille va être une bataille de premier tour. C'est le grand avantage pour Nicolas Sarkozy. C'est que là où il ne pouvait pas gagner au second tour parce qu'il était trop dissensuel, toute sa bataille va être une bataille de premier tour en clivant pour ou contre Nicolas Sarkozy. Donc cette stratégie, qui est une stratégie intelligente, fait peser une pression forte sur tous les candidats qui ne seraient pas des candidats de partis de gouvernement, de candidats qui ne pourraient pas dire président de la République, voilà ce que je ferai. Alors néanmoins, pour répondre directement à votre question, les deux sont liés. Multiplicité de candidatures, possibilité, les deux sont liés parce que finalement en 2001, si Lionel Jospin n'a pas été qualifié au second tour, c'est parce qu'il ne portait ni sa personne ni un projet. Alors il aurait pu bénéficier d'un petit effet vote utile, mais la vraie question c'est quand on va à une présidentielle, est-ce qu'on y va pour figurer, pour peser sur les négociations de l'élection d'après, ou dans son parti, ou dans sa famille sensibilité, ou est-ce qu'on y va pour l'emporter? Merci Stéphane, vous restez avec nous. Jean-Vincent Placé, vous y croyez, vous, en 2012, un Front National à 20%? Je crois que malheureusement, c'est particulièrement envisageable, pour plusieurs types de raisons que Stéphane Rosès vient de brillamment, comme ça nous coutumait, de développer, et pour une autre également qu'il a eu l'amabilité de ne pas dire sur ce plateau s'il le pense, c'est que autant nous, à gauche, le Parti Socialiste et les écologistes, nous sommes une alternative assez naturelle aux forces gouvernementales au moment des élections locales, parce que nous avons une forte crédibilité, aussi bien pour faire maire... Et on voit les résultats d'ailleurs. Président de région, président de conseil généraux, pour notre part d'être vice-président comme moi au transport ou à l'économie écologiste, à l'environnement, etc. Autant pour incarner l'alternative au moment de l'élection présidentielle, nous avons une difficulté. Ça, c'est tout le problème de la gauche depuis longtemps. Et c'est la difficulté de l'incarnation par un individu, parce que nous, à gauche, nous n'aimons pas particulièrement ce scrutin, qui d'ailleurs a mis à gauche seulement François Mitterrand, et je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard. Et puis aussi que nous avons le problème d'avoir une alternative politique forte sur les questions qui touchent les Français, bien sûr l'écologie pour ma part, mais aussi et particulièrement l'emploi, les questions sociales, les questions de sécurité. Et là, nous avons encore un gros travail à faire de débat d'idées, de confrontation entre nous, mais surtout avec la société, et puis d'avoir cette capacité à montrer notre crédibilité. La réflexion des Verts, d'Europe Écologie, sur cette éventualité d'un bis repetita du 21 avril? Mais moi, je l'ai déjà dit dans un journal du soir, comme on dit, j'ai l'impression que le 21 avril est plutôt quelque chose qui concerne le candidat sortant, somme toute assez naturel, parce que malgré tout, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, c'était Lionel Jospin qui était le sortant pour les Françaises et les Français en 2002. Et je ne veux pas faire que dans le numérique, mais d'évidence, tout ce qui est fait par le président de la République aujourd'hui renforce le Front National à courir après tous ces mots d'ordre simplistes sur la question de sécurité, les liens aussi fortement, les questions d'immigration, les questions d'échange de nationalité, etc. Cette course à l'échalote devient catastrophique parce qu'il n'a plus de crédibilité politique, alors, y compris qu'on fait une annonce sur la prime à 1 000 €, et d'autre part, il renforce le Front National d'évidence. Sur ce point, avant de vous passer la parole, Stéphane, la France s'interroge, on l'a appris il y a quelques minutes, sur la possibilité d'une suspension provisoire de l'espace Schengen pour éviter l'afflux d'immigrés à la frontière italienne. Ben voilà, c'est après Vintimille, vous voyez, on l'apprend sur ce plateau, après l'affaire de Vintimille, où vous le savez, M. Guéant a trouvé utile de trouver un prétexte sur l'ordre public pour bloquer pendant 6 heures un train où il y avait des migrants tunisiens. On voit aujourd'hui que c'est la course à l'échalote continue, mais j'ai pas l'impression que M. Guéant serve beaucoup les intérêts de M. Sarkozy. J'ai plutôt l'impression qu'il ressemble à celui qui prépare évidemment malheureusement l'arrivée de Mme Le Pen au deuxième tour. Stéphane Rosas. Jean-Vincent Placé, moi j'étais intéressé par ce que vous avez dit. Effectivement, vous avez raison. La gauche et précisément les écologistes qui, eux, mènent des batailles de contenu
contenu et non pas d'incarnation ont toujours une difficulté à la présidentielle. À la dernière, même si Dominique Voynet avait fait une bonne campagne, les choses auraient été de toute façon difficiles pour Edmond. Alors, est-ce qu'on en tire la conclusion finalement que le fait que Daniel Cohn-Bendit ne veuille pas y aller, puis qu'il y a Eva Joly, puis maintenant Nicolas Hulot dont on s'interroge sur sa yeux, est-ce que finalement il n'aurait pas mieux valu que votre famille se dise « nous, on apporte du contenu », on mène une bataille de contenu, on fait l'impasse de toute façon sur la présidentielle, et puis puisqu'on se situe plutôt à gauche, on se voit finalement après. Il faut être très franc, je crois que la question, c'est normal qu'on se la pose, et pour moi, ma réponse est assez claire, et vous le savez, c'est qu'il faut un candidat, une candidate écologiste à cette élection présidentielle. Voilà, il y en aura un. Même au risque d'un score très décevant. Je note d'ailleurs qu'on ne pose pas la question aux candidats communistes. Et je pense d'ailleurs que c'est plutôt aux candidats communistes auxquels on devrait poser la question. On est tellement habitué qu'il y a un candidat communiste qu'on ne pose pas la question. Mais moi, je trouve que la différence entre ce qui est porté, ça fait sourire Stéphane Rosès. Oui, non, parce qu'il faudra demander à Jean-Luc Mélenchon concernant le... Monsieur Mélenchon, ne pas y aller. Jean-Luc Mélenchon, il a été 30 ans au Parti Socialiste, il a été ministre de Lionel Jospin. C'est pas non plus un révolutionnaire anarcho-libertaire radical. Et donc, moi, je pense que, bon, est-ce que le SMIC est à 1100 € ou 1500 ? Très sincèrement, je ne dis pas que c'est pas la même chose. Je dis que c'est dans la même construction idéologique et philosophique qui est celle d'une forme de socialisme ou communisme. Et la question devrait plutôt se poser. Moi, j'ai la prétention de penser avec mes amis écologistes que nous apportons des idées nouvelles au débat. Des idées nouvelles qui ne sont pas qui ne prennent pas des voix que sur les électeurs traditionnels du Parti Socialiste, qui parlent aux abstentionnistes, qui parlent à des gens qui ne sont pas dans le champ politique. Et je pense que comme nous avons pu le faire au municipal et au régional, ce sont nos idées qui apportent la dynamique du deuxième tour. On voit bien d'ailleurs les échanges qu'il y a avec le Parti Socialiste. Mais au municipal, vous avez fait de très beaux scores aux européennes. Vous avez fait de beaux scores au régional. Oui. Vous avez fait une progression au cantonal. Est-ce que c'est pas dommage, quel que soit le candidat finalement, parce que je pense que Nicolas Hulot va être dans une vraie difficulté dont il ne prend pas la mesure de ce qu'est une présidentielle. Est-ce que finalement c'est pas dommage que votre sphère d'influence idéologico-politique concrète semble ramener à ce que sera le score? Voilà, Jean-Vincent Placé, une réponse en quelques secondes. Non, on a déjà eu ce débat avec Stéphane Rosès, je ne crois pas, et je le répète, je crois que fondamentalement c'est le candidat écologiste qui est utile pour la diversité au premier tour. C'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'il y ait 6 ou 7 candidats comme la dernière fois. La dernière fois, enfin l'avant-dernière fois, il y avait M. Chevènement, il y avait Mme Taubira, et c'est vrai que là, c'est peut-être au Parti Socialiste de faire son unité avec les formations traditionnellement proches de lui. Mais nous, je crois que c'est important qu'on soit là au premier tour, et je crois qu'on apporte la dynamique pour gagner au deuxième. Merci beaucoup Jean-Vincent Placé. On vous retrouve la semaine prochaine, Stéphane Rosès. Restez avec nous, Jean-Vincent Placé. Dominique Strauss-Kahn n'y figure pas. En revanche, Nicolas Sarkozy et Jean-Claude Trichet, le président de la Banque Centrale Européenne, y côtoient désormais Marine Le Pen. On en parlait à l'instant. La présidente du Front National apparaît pour la première fois sur la liste des 100 personnalités les plus influentes en 2011, une liste établie par le magazine américain Time. Après Gérard Larcher, c'est la députée UMP Valérie Rousseau-Debord qui suggère à Ramayad de démissionner de son poste d'ambassadeur à l'UNESCO. Ramayad, qui a publiquement exprimé son désaccord avec la ligne de l'UMP, ne semble pas pour autant s'inquiéter de son avenir dans l'institution onusienne. « J'existais avant, j'existerai après », a-t-elle dit. La suite de l'actualité politique avec l'actualité sénatoriale. Bonsoir à vous, Tam Tranui. Alors, l'une des hypothèses, l'une des interrogations que se posent les futurs candidats sénateurs à leur éventuel renouvellement en septembre prochain, c'est tout simplement la date de ces élections. Le décret d'application qui précise cette date n'est toujours pas paru. Où en est-on ? Alors ça devrait être officiel mi-mai. Les sénatoriales auront lieu le dimanche 25 septembre. Ce jour-là, les 150 000 grands électeurs, composés à 95% de conseillers municipaux, mais aussi de conseillers régionaux ou bien encore généraux, devraient élire 170 sénateurs sur 348. Alors c'est beaucoup, c'est quasiment la moitié de l'hémicycle de l'Assemblée. Tout à fait. C'est la nouveauté de cette année. La moitié des sièges va être renouvelée. Jusqu'ici, le Sénat a été renouvelé par tiers tous les 3 ans.
mais la durée du mandat sénatorial a été baissée en 2003, passant de 9 ans à 6 ans. Et donc, pour conserver une élection tous les 3 ans, il a fallu augmenter le nombre de sénateurs. C'est tout simplement mathématique. Alors, ce qui n'est pas officiel, c'est la date à laquelle on va connaître le nom du président du Sénat. Ça devrait être le 1er octobre, un samedi. C'est en tout cas ce qui se murmure dans le palais du Luxembourg. En tout cas, on sent bien que les choses se précisent. Les sénateurs concernés sont évidemment en campagne depuis déjà de longues semaines. Et ça grince ici ou là, et en particulier à Paris. Et oui, les couteaux sont tirés. La ministre des Sports, Chantal Joanneau, a été choisie par l'Élysée pour conduire la liste des sénatoriales, ce qui ne fait pas que des heureux et plutôt pas mal de malheureux. Tout d'abord parce que la droite ne devrait obtenir que 4 sièges lors des prochaines élections et donc les candidats se bousculent pour être dans les premières places, les 4 premières éligibles, et ça serait tranché. Donc on aurait en tête de liste, je le disais, Chantal Joanneau, suivi de des sénateurs sortants, Philippe Dominati et Catherine Dumas, et en 4e position, enfin, Daniel-Georges Courtois. Alors on les voit à l'image, là. Tout à fait. Élu du 15e arrondissement et conseiller de François Fillon. Il obtiendra donc la 4e place. Et dans cette liste d'union, eh bien, il y a un grand malheureux. C'est le sénateur centriste sortant, Yves Pozzo di Borgo, qui ne serait que 6e et donc pas éligible. Mais les animosités dépassent même encore ce cadre, puisque l'ancrage de Chantal Joanneau à Paris, c'est en quelque sorte le premier étage de la fusée Joanneau-Fillon qui devrait s'installer pour les municipales de 2014. En tout cas, il l'espère, avec François Fillon en commandant de bord. Et ça ne fait plaisir ça ni à Rachida Dati, qui se rêve maire de Paris, ni à Pierre Charon, l'ex-conseiller de Nicolas Sarkozy, qui a été écarté de la sélection. Alors ces deux-là sont normalement des ennemis jurés, mais ils auraient peut-être, semble-t-il, trouvé un terrain d'entente. Selon Pierre Charon, la liste menée par Chantal Joanneau aurait même réussi l'exploit de fédérer contre elle les Hutus et les Tutsis. L'image, il est vrai, fait froid dans le dos et ça en dit long sur l'ambiance qui règne dans la fédération. En tout cas, la bataille de Paris ne fait que commencer. Merci beaucoup, Tam. Anniversaire en forme d'histoire belge. Cela fait 1 an, jour pour jour, que la Belgique vit au rythme des affaires courantes, une année entière sans gouvernement, depuis la démission du Premier ministre Yves Le Tern. C'était le 22 avril 2010. Retour en France, je vous le disais en titre, la France qui ne ferme pas la porte à la recherche, voire à l'exploitation du gaz de schiste. Un rapport se révèle en effet favorable à la poursuite des recherches sous un contrôle très strict. Marie Brémaud. C'est le retour du gaz de schiste. Un rapport d'experts commandé par les ministères de l'Environnement et de l'Industrie le remet en selle. Ces scientifiques et ingénieurs estiment que l'interdiction des exploitations est prématurée et qu'il vaut mieux dans un premier temps poursuivre la recherche et réaliser des forages expérimentaux. Des préconisations que semble avoir entendu le gouvernement. Ne fermons pas définitivement la porte. Le gaz naturel dans la roche, peut-être que ce sera un jour une source d'énergie intéressante. Et pourtant, le gaz de schiste, il y a une dizaine de jours, était proclamé ennemi numéro 1 par l'ensemble de la classe politique. Suite aux dizaines de manifestations et aux nombreux collectifs anti-gaz de schiste protestant partout en France, le Premier ministre prenait parti. Et je considère qu'aujourd'hui, pour qu'il n'y ait aucun doute dans le débat entre les Français et le gouvernement sur ce sujet, il faut tout remettre à plat. Et donc il faut annuler les autorisations qui ont déjà été données. La question sensible de ces hydrocarbures est donc relancée par ce rapport, mais le débat s'annonce d'autant plus épineux et compliqué à mener qu'une proposition de loi UMP a déjà été déposée. Or, elle vise à interdire purement et simplement l'exploitation des gaz et huiles de schiste. Le vote a lieu à l'Assemblée le 10 mai prochain. Alors, sur cette question, nous a rejoint sur ce plateau Jean-Louis Chilansky, que je remercie. Vous présidez l'Union française des industries pétrolières. Alors, ce gaz de schiste, est-ce qu'on va un jour ou l'autre l'exploiter ou pas en France ? Aujourd'hui, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on importe 98% de notre consommation de gaz. Et que le rapport a simplement dit, ce rapport de mission dont on vient de parler, qu'il serait bon d'évaluer le potentiel que nous avons dans notre pays. Et nous considérons que cette simple phrase est un vrai progrès. Jean-Vincent Placé, pour vous, c'est un rapport qui reste mesuré ou au contraire un rapport qu'il faut rejeter, comme le souhaiteraient beaucoup de parlementaires? Je n'aime pas le manichéisme dans les propos. Donc il y a des experts, certes ils ont été convoqués par le gouvernement, ils sont plutôt des gens installés et qui
connaissent les sujets, sur l'énergie évidemment, mais aussi sur l'environnement, parce qu'il y a le Conseil général de l'industrie de l'énergie, mais il y a aussi le Conseil général de l'environnement et du développement durable. Bon. Je prends cela avec intérêt, bien sûr. Après, moi, je constate que le gouvernement, après que Jean-Louis Borloo, lui, ait autorisé les permis d'explorer, a pris une décision. Hein, que le président Jacob, le président du groupe UMP, qui est quand même pas le plus écologiste de la planète, bon, alors dans certaines mauvaises langues disent qu'il écoute peut-être plus ses électeurs de sa circonscription que les écologistes. Il écoute ses troupes à l'Assemblée. Hein. Et puis il y a surtout une forte mobilisation en Seine-et-Marne. Mais bon, au-delà de la petite ironie peut-être inutile, je crois que cette décision de François Fillon est bonne. Il y a un moratoire, il y a une évaluation. Moi, je souhaite qu'au-delà de l'évaluation faite par les experts, il y ait un débat public national et qu'on se saisisse de la question. Pour nous, le sujet, il est assez clair. On n'a pas l'impression que ça soit d'une utilité énorme. Il semble même qu'économiquement, ça soit d'un coût faramineux, en dehors peut-être des premières années, que le coût environnemental est fortement catastrophique, que le coût énergétique est très fort. Parce que bon, on n'en parle pas, parce qu'on a l'impression que c'est banal. C'est pas tout à fait banal. Hein. Il faut quand même envoyer à 4000 mètres sous le sol des millions de mètres cubes d'eau, avec du sable et des produits qui sont souvent pesticides, très toxiques et parfois même cancérigènes, et ce n'est quand même pas une mince affaire. Donc, alors Jean-Louis Chilansky, justement, je comprends son intérêt sur ces pour conditions d'exploitation, l'industrie pétrolière. On sait qu'elles sont très délicates, sinon dangereuses aux États-Unis, par exemple. Les experts disent que les techniques peuvent évoluer. Il y a eu un incident très fort, hein, vous aujourd'hui le savez, encore. voilà. À Leroy, Monsieur Chilansky. Non, mais les techniques évoluent tous les jours. Ce sur quoi on se base aujourd'hui et ce sur quoi on voudrait interdire à jamais l'exploitation de ces gaz et huiles de schiste, d'ailleurs, ce sont des éléments qui datent de nombreuses années. Ça fait 15 ans qu'aux États-Unis, ils exploitent du gaz et du pétrole de schiste. Alors, est-ce que c'est vrai qu'au début, il y a eu des problèmes? Oui. Mais est-ce que c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, la technologie résout la plupart de ces problèmes, comme d'ailleurs dans très nombreux processus industriels? Il n'y a rien d'extraordinaire dans l'exploitation des gaz et des huiles de schiste. Mais les réserves françaises sont aussi considérables qu'on le dit. Alors ça, c'est toute la question. Parce que pour savoir de quoi on parle, il faut explorer. Il faut voir dans le sous-sol quelles sont effectivement les réserves. Aujourd'hui, personne n'en sait rien. Et ce que nous demandons très simplement, c'est l'autorisation d'explorer pour évaluer. Et pour faire ça, nous utilisons des techniques classiques. Nous n'utiliserons pas des techniques d'exploration très, très sophistiquées, des techniques d'exploration classiques. Donc des forages simples. Des forages simples. Et c'est ça que nous demandons aujourd'hui. Nous demandons cette autorisation pour cette évaluation. J'en vais s'en passer sur... Je crois que... Bon, on vient de parler techniquement du sujet et de l'impact énergétique, environnemental et y compris économique. Mais aussi, c'est un problème de philosophie et de politique. Pourquoi, c'est un peu comme pour le nucléaire, pourquoi on essaye de faire compliqué qu'on pourrait faire simple? Pourquoi on ne met pas cette énergie, si j'ose dire, et ces moyens pour développer très fortement les énergies renouvelables? Les éoliennes, le photovoltaïque, le solaire, la biomasse, la géothermie, on sait que ça fonctionne. On sait aussi que ça a un coût. Et quelle est cette volonté des industries pétrolières? Je le comprends, bien sûr. Mais quelle peut être cette volonté, notamment des pouvoirs publics, même si en France ils sont revenus, et j'ai salué François Fillon, quelle peut être cette volonté toujours plus du gigantesque et du toujours plus de progrès techniques, de recherche scientifique? On va s'en placer, l'exploitation du gaz ou de l'huile de schiste pourrait accélérer une sortie du nucléaire. Je ne suis pas sûr que ça soit le débat. Nous, on est pour la sortie du nucléaire. On est pour la maîtrise des énergies. On est pour, effectivement, la diversification des énergies renouvelables, je viens de le dire. Et y compris dans ce qui a été dit dans la loi Grenelle, ce qui est du domaine de l'exploitation du gaz de schiste, et c'est ça, je pense, qui a fait réfléchir M. Jacob et M. Fillon, c'est totalement contraire à la Charte de l'environnement, c'est probablement contraire à la loi Grenelle 2, et y compris, Mme Kosciusko-Morizet commence à dire qu'il faudrait revoir le code minier, bon, il date de 1956, donc tant mieux, qui est totalement inadapté, et sur l'impact environnemental, et sur la décision démocratique. Jean-Louis Chilansky. Et Mme Lagarde l'a même souligné également. Bien sûr qu'il faut développer les énergies renouvelables, mais on n'en a pas assez. C'est ça toute la question. C'est une question de consommation. Il nous faut toutes les énergies. Et au moment où on se pose des questions sur l'énergie nucléaire, des questions légitimes, il faut
trouver d'autres sources d'énergie pour répondre aux besoins de la consommation. C'est aussi simple que ça. Vous pensez qu'on peut rendre définitivement cette filière écologique, cette filière de gaz de schiste? On peut en tous les cas travailler pour en rendre l'impact absolument minimum. Et c'est ce sur quoi nous travaillons et ce sur quoi nous espérons continuer à travailler. Merci messieurs de vos éclairages sur ce dossier et sur d'autres. Merci Jean-Vincent Placé, merci. Toute autre chose, l'or qui bat des records. L'once d'or dépasse désormais les 1 500 $ l'once. Le métal précieux retrouve, sur fond de crise financière, son statut de valeur refuge. Mounir Soussi a pu le constater dans le quartier de la Bourse à Paris. C'est là que se font beaucoup de transactions. Regardez. À 2 pas de la Bourse de Paris, les affaires tournent bien dans les bureaux de change et chez les négociants en métaux précieux. Le cap psychologique des 1 500 $ l'once d'or vient d'être franchi. Mais ici, pas d'agitation supplémentaire. Ce montant ne fait que confirmer une tendance lourde. La ruée vers l'or a commencé il y a bien longtemps. Nous, on a un petit peu plus de monde, mais pas énormément de monde en plus. On en a énormément depuis 3 ans. Quand on voit qu'il y a 5 ou 6 ans, un lingot valait 10 000 €, il en vaut 33 000 aujourd'hui, bon, c'est pas 1% par an. La perte de confiance dans les valeurs financières pousse les Français à se tourner vers l'or. C'est logique, il y a les risques de l'inflation qui augmentent, les craintes, voilà, le salaire, le pouvoir d'achat qui diminue, donc les gens ils reviennent aux fondamentaux. L'or, valeur refuge par excellence, mais certains préfèrent encore miser sur la pierre. Bien écoutez, je préfère nettement donc profiter du capital que ça représente, soit pour me payer des billets d'avion, soit pour améliorer donc ma maison personnelle et en profiter. Voilà, je ne suis pas pour les coffres forts. Le cours du métal jaune a un avenir radieux devant lui. Selon des estimations, rien qu'à la fin de l'année, l'once pourrait atteindre le seuil des 1 600 $. Ça va commencer à faire beaucoup. Et puis pour terminer ce journal, cette information qui fait réfléchir, on sait désormais que le célèbre iPhone, comme d'ailleurs les téléphones Android de Google, enregistrent à leur insu les déplacements de leurs propriétaires. Des révélations qui n'ont pas manqué de faire réagir en France la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL. Jean-Patrick Jean-Pierre. En quelques secondes, grâce au logiciel iPhone Tracker, cet informaticien va pouvoir pister tous les déplacements d'un de ses clients qui lui a laissé en toute confiance son ordinateur pour réparation. Dès que je fais lecture, j'ai tout le calendrier qui avance avec tous les déplacements qui correspondent à chaque date de déplacement du client. Donc je peux remarquer en fait chaque jour où se voyage le client à travers la France. Et à la fin, j'ai tous les déplacements du client. La démonstration est surprenante et pourtant le problème est bien réel. L'iPhone et l'iPad 3G archivent à intervalles réguliers leur localisation sur une base de données. Si ces dernières ne sont pas envoyées à Apple ou à un tiers, rien d'illégal. La vraie question, et on n'a pas de réponse à ce stade, c'est est-ce que ces données, à un moment ou à un autre, elles vont repartir vers Apple? Est-ce qu'Apple y a accès? Et qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il les revend à des sociétés commerciales, etc. Les experts de la Commission nationale de l'informatique et des libertés travaillent activement sur ces données. Alain Pantra en a fait lui-même les frais. Il y a 1 an, il était en déplacement à Barcelone, en Espagne. Le programme iPhone Tracker l'a détecté à son insu. À aucun moment, j'ai demandé à être géolocalisé. Pourtant, on retrouve dans ce fichier des informations sur mes déplacements à Barcelone. Voilà. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce programme sème l'inquiétude sur les pratiques d'Apple en matière de géolocalisation et de protection des données personnelles. Nous avons tenté en vain de contacter Apple et dès mardi prochain, la CNIL demandera à la marque plus de transparence sur ses méthodes. Voilà effectivement un dossier qui fait réfléchir. C'est la fin de cette édition. À suivre les programmes de nos amis d'LCP Assemblée nationale. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end de Pâques. Merci. Publicsénat.fr devient le portail de l'information politique. Dès à présent, vous pouvez suivre l'actualité politique et parlementaire en temps réel. Conversez, réagissez et participez à tous les contenus du site. Et toujours la chaîne Public Sénat en direct, 24 heures sur 24, comme l'ensemble de vos émissions en VOD, en accès gratuit et illimité. Changez votre regard. Vous inquiétez pas, mais c'est fait, on pourra monter. Vous auriez dû dire câblé. De 1965 à 1995, François Mitterrand est passé maître dans l'art de parler à la caméra. J'ai senti physiquement, à cet instant-là, qu'il prenait une dimension supérieure. Fort de ma confiance, de ma conscience, je suis contre la peine de mort.
C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Le documentaire Mitterrand du verbe à l'image revisite 30 ans de communication politique ou comment un tribun épris de rhétorique a appris à apprivoiser un nouveau média. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Mitterrand du verbe à l'image, demain à 22 h sur Public Sénat. L'information politique et parlementaire en temps réel, c'est sur l'application iPhone de Public Sénat. Informer, expliquer et partager pour être à la pointe de l'actualité politique.